Bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire qui va porter donc sur l'accident vasculaire cérébral et les signes d'alerte. Aujourd'hui, on reçoit le docteur Benoît Guillon, qui est neurologue au CHU de Nantes et responsable de l'unité neurovasculaire. Et ce webinaire est co-animé avec le docteur Vincent Oudlaoudia, qui est le président du Gérontopole. Et moi-même, je suis Jocelyne Guillon, la directrice d'Humagogie, projet Tutonomie. C'est une web-série qui est sur YouTube et qui est accessible gratuitement. Donc, c'est des tutoriels pour soutenir les aidants près d'un proche en perte d'autonomie. Ça a été réalisé avec des experts du médico-social et c'est soutenu depuis 2019 par Malakoff Humanis. Et on a ajouté les webinaires mensuels qui permettent en fait d'ouvrir un espace d'échange et de traiter d'autres sujets sur le bien vieillir. Et ce projet est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire en partenariat avec le Gérontopole des Pays de la Loire et puis l'expertise de différents professionnels qui viennent nous apporter des éclairages sur des thématiques qui sont pertinentes pour nous les aidants. Donc je vous souhaite un bon webinaire. Bien, merci Madame Guillon pour cette présentation. Bienvenue à tout le monde et bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Donc, je suis Vincent Oudlaoudia, je suis praticien hospitalier honoraire et président du Gérontopole des Pays de la Loire. Le Gérontopole des Pays de la Loire participe et anime le webinaire organisé par Humagogie avec le soutien de la CARSAT. Le Gérontopole, c'est une association loi 1901 qui regroupe 230 adhérents. Ces adhérents sont très diverses. Le conseil régional, c'est les départements, c'est des entreprises, c'est des universités, c'est des CHU. Ce sont beaucoup d'institutions avec 4 missions principales, un travail sur la formation, un travail sur la recherche, un travail sur l'accompagnement des territoires et des collectivités et un travail sur la silver economy. Avec cette notion du bien vieillir que je préfère appeler peut-être le vieillir en bonne santé et en autonomie. Je crois que ce mot d'autonomie doit être important et l'AVC nous y fera penser tout à l'heure. On a le plaisir d'accueillir le docteur Benoît Guillon, qui est praticien hospitalier, qui est neurologue au CHU de Nantes et responsable de l'unité neurovasculaire depuis presque 20 ans maintenant, je crois, Benoît, et qui prend en charge donc les accidents vasculaires cérébraux, donc qu'on appelle AVC, en urgence, dans une filière spécialisée, car cette notion de filière spécialisée permet d'améliorer, de modifier le pronostic de cette maladie. Merci Vincent, merci Humagogie d'organiser cette session de formation, d'information qui fait partie de mes activités professionnelles, l'information du grand public, pour pouvoir identifier, pour même prévenir, identifier, reconnaître et savoir quoi faire si les symptômes surviennent. Donc, AVC, c'est l'acronyme d'accident vasculaire cérébral. Accident sous-entend souvent le caractère extrêmement brutal. C'est une question qu'on a, mais il y a souvent très peu de signes avant-coureurs. Et donc, un AVC, c'est la souffrance ou la destruction des neurones d'une partie du cerveau qui sont liés à un problème sur le vaisseau. Le vaisseau, c'est un tuyau, et donc le tuyau, soit il se bouche, soit il se rompt. Donc, nous avons 3 types d'AVC, 2 importants. Les premiers, 80% des cas, ce sont les infarctus cérébraux et donc qui résultent de l'occlusion d'une artère. On a l'artère qui apporte le sang au cerveau et puis, sur cet exemple, c'est une plaque d'athérome. Il y a un bouchon qui se forme et donc le sang ne circule plus. Et donc, les conséquences, c'est cette zone blanche qu'on appelle l'infarctus cérébral. Ce mécanisme d'occlusion d'artère représente donc 80% des AVC. Et donc, le caillot soit provient d'une plaque, soit il se forme au niveau d'une plaque sur l'artère, soit c'est un petit caillot qui vient du cœur, qui se promène dans les artères et qui va donc cheminer jusqu'à se ficher dans une artère qui aura le même diamètre que lui. À côté des infarctus cérébraux qui résultent d'une occlusion d'une artère, on a les hémorragies cérébrales qui sont donc dues à la rupture. Donc, vous voyez, souvent les artères, le plus souvent, les artères sont fragilisées en raison d'une hypertension artérielle et puis à un moment donné, il y a une rupture de l'artère et donc la conséquence, c'est du sang dans le cerveau, c'est une hémorragie cérébrale et c'est 15% de l'ensemble des AVC. Les symptômes sont les mêmes. Entre un infarctus et une hémorragie cérébrale, les symptômes sont les mêmes, c'est-à-dire que
pour trancher entre les deux, c'est un examen d'imagerie cérébrale, un scanner, une IRM, qui permettra de faire la différence. Le dernier type d'AVC, j'en parlerai pas, puisqu'ils sont plus rares et la symptomatologie est différente, ce sont les hémorragies méningées. Cette fois-ci, le saignement se fait sur des grosses artères et se fait autour du cerveau, donc dans les méninges qui sont les enveloppes du cerveau. Et la cause de ces hémorragies méningées, c'est une rupture d'anévrisme. Et la symptomatologie est différente puisque c'est un mal de tête brutal et explosif. Les AVC, avant d'expliquer les signes, sont une maladie fréquente. C'est 150 000 par an en France, qui fait environ un AVC toutes les 4 minutes en France. L'âge moyen est de 74 ans, donc plutôt une pathologie du sujet, âgé, moyennement âgé, aujourd'hui 74 ans. Mais 10% surviennent chez des gens jeunes de moins de 45 ans et 25% chez des gens de moins de 65 ans en activité, pour une bonne partie en activité professionnelle. Si on regarde par tranche d'âge, c'est la tranche d'âge jeune, donc moins de 55 ans, qui augmente en termes de fréquence, en termes d'incidence de nouveaux cas. Chez les personnes âgées, au-delà de 55 ans, ça reste stable. Par contre, chez les gens jeunes, on voit une augmentation de la fréquence de la maladie. Et c'est comparable globalement entre hommes et femmes. Les AVC sont plus fréquents que les infarctus du myocarde. On en parle probablement moins, mais c'est plus fréquent. On voit que jusqu'à 65 ans, la fréquence est la même, mais après 65 ans, eh bien, les AVC sont plus fréquents que les infarctus du myocarde. Donc, c'est une maladie qui est fréquente et qui est redoutable, puisqu'on a 20% de patients qui sont décédés dans le mois qui suit et 30% à 1 an. 2/3 des personnes vont garder des séquelles, alors des séquelles variables selon les cas, simplement une difficulté à utiliser la main ou des gens qui vont être à une hémiplégie massive et qui vont être dépendants institutionnalisés. Et donc un risque de récidive qui est de l'ordre de 4 à 5% par an. Ce qui fait que les AVC sont la première cause de handicap dans les pays industrialisés, la deuxième cause de troubles cognitifs de démence et la deuxième ou troisième cause de mortalité, ça dépend des années, mais dans tous les cas, la première cause de mortalité chez la femme, tout simplement parce que compte tenu de la durée de vie plus longue de la femme, ça en fait la première cause de mortalité. Donc, une maladie qui est fréquente, une maladie qui est grave, un intérêt majeur à faire de la prévention. Et la prévention, c'est connaître les facteurs de risque d'un AVC. C'est les identifier pour pouvoir les dépister, les traiter, et on a démontré qu'on réduisait l'incidence de la maladie. Alors, il y a des facteurs déjà sur lesquels on n'a pas prise. Je vous ai dit, l'âge moyen est de 74 ans, l'incidence, donc la fréquence des AVC augmente avec l'âge. Ben voilà, c'est un constat, mais là-dessus, on n'a pas tellement de prise. Le sexe a peu d'impact, c'est à peu près équivalent homme-femme, et le terrain génétique a peu d'impact aussi. Donc voilà, c'est important de les connaître, mais on n'a pas d'imprise. Ce qui est beaucoup plus intéressant de savoir, c'est ceux qui sont modifiables, et le facteur de risque numéro 1 des AVC, c'est l'hypertension artérielle. Ensuite, on va trouver l'arythmie cardiaque, donc qui est un trouble, une maladie cardiaque caractérisée par une asymétrie, une arythmie, donc le cœur qui bat de façon irrégulière. Et puis, on a des facteurs connus, autres, qui sont le diabète, le cholestérol, le tabac, l'obésité, la sédentarité, et chez la femme jeune, la pilule, et chez la femme plus âgée, le traitement hormonal de la ménopause. Alors, il y en a juste un sur lequel, alors tous ces facteurs-là, hypertension, arythmie cardiaque, diabète, cholestérol, ce sont, enfin pour les principaux, ces 4 principaux, ils existent sans entraîner de symptômes. D'accord? Donc, c'est important de les dépister pour pouvoir les identifier et agir dessus. Alors, le principal, je vous le disais, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension, aujourd'hui, est définie par des chiffres supérieurs à 14 pour le premier, supérieurs à 9 pour le second. C'est extrêmement fréquent, puisque vous voyez qu'on est à 2/3 de la population de plus de 75 ans. Il n'y a aucun symptôme et donc on dépiste l'hypertension artérielle en prenant la pression artérielle. D'accord? Donc, on peut se promener à 16, 17 de pression, avoir aucun symptôme et on le saura uniquement si on prend la pression artérielle. Donc, le geste
de prise de pression artérielle est un geste de dépistage majeur. Et puis, une fois qu'on l'a dépisté, on le traite, on a des traitements efficaces, on a des règles hygiéno-diététiques simples, comme diminuer les apports de sel, réduire le poids, augmenter l'activité physique, sevrer un tabagisme. Et si besoin, après, on a des médicaments, on a une centaine de médicaments pour réduire la pression artérielle et on a toujours une solution pour arriver à notre fin. Réduire la pression artérielle de façon très simple réduit de façon drastique le risque d'AVC. D'accord? Donc, c'est pas simplement dire, voilà, faut dépister l'hypertension. Non, on dépiste parce que en traitant, on réduit de façon très significative le risque. Il y a des facteurs protecteurs, donc qui vont réduire le risque d'AVC, l'activité physique, l'alimentation. Il y a des campagnes de prévention qui sont régulièrement lancées en France contre la sédentarité, contre l'alimentation trop salée, les alimentations qui sont, enfin, tout ce qui est déjà préconditionné n'est pas très très bon parce que c'est hyper salé, contre le tabac, contre l'obésité, etc. Concernant les symptômes d'AVC, c'est un petit peu difficile puisque selon, je vous dis que c'est une artère qui était bouchée, et selon la zone qui va parler, selon la zone de l'artère bouchée, eh bien, on va avoir des symptômes sur la parole, sur la motricité, sur la sensibilité, sur le langage, sur la vision, etc. Donc, vraiment une variabilité des symptômes selon la zone impliquée. Donc, de façon caricaturale, quand on communique sur les principaux signes d'alerte d'un AVC. Et donc, c'est ça qui est le plus important. Les signes d'alerte, c'est la survenue brutale de symptômes. Et donc, les plus classiques, c'est la paralysie d'un côté du corps, une paralysie au niveau du visage qui va entraîner une bouche déviée, un trouble du langage, soit la personne a du mal à comprendre, soit plus souvent elle a du mal à s'exprimer, et ça peut être aussi une perte de la sensibilité d'un côté du corps. Donc, on a ces symptômes-là qui s'installent de façon brutale. Alors, là encore, c'est des campagnes d'information qui ont été et qui sont tous les ans, en particulier à l'occasion de la journée mondiale des AVC, qui sont présentées. Donc, bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Pour essayer de transmettre ce message dans la population générale, on utilise l'acronyme VITE pour V, visage paralysé, I, impossibilité de bouger un bras, enfin un membre, T pour le trouble de la parole et E pour éviter le pire en composant le 15. D'accord? Donc, bouche déviée, difficulté à bouger un bras, trouble du langage, et donc c'est indiqué, il faut immédiatement appeler le 15. Voilà d'autres exemples de campagnes de communication. Vous ressentez brutalement une faiblesse d'un côté du corps, composez vite le 15. Et donc là, les symptômes que je vous ai listés tout à l'heure sont rappelés dans des revues d'information grand public. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ces symptômes surviennent? Donc, soit ils durent quelques minutes, voire quelques heures, mais s'ils durent simplement quelques minutes, c'est souvent ce qu'on appelle un accident transitoire, donc c'est un signe d'alerte d'AVC. Et donc, c'est extrêmement important de les identifier, c'est extrêmement important de réagir, soit en appelant immédiatement son médecin généraliste, soit en appelant le centre 15, qui posera quelques questions pour valider les symptômes, puisqu'il faut faire un diagnostic urgent, un traitement urgent, puisque sinon, il y a un risque de 10% d'AVC avec des séquelles dans les 10 jours qui suivent ce signe d'alerte. D'accord? Donc, transitoire, qui régresse, c'est pas parce que ça a régressé que c'est pas grave, hein. C'est une alerte. Si les symptômes durent, alors durent, c'est-à-dire qu'en fait, au moment de l'appel au 15, ils sont encore présents, hein, c'est ça, s'ils durent quelques heures, on va pas attendre de voir si ça rentre dans l'ordre, hein. Dès qu'ils arrivent, on appelle le 15. S'ils durent, ça peut être un infarctus ou une hémorragie cérébrale. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a qu'un examen d'imagerie qui pourra trancher. Et donc, il faut, là, de face, faut pas essayer de faire venir son médecin généraliste. On peut appeler SOS, mais non, faut vraiment appeler le 15. Éventuellement, le 15 enverra SOS, mais c'est vraiment un appel au 15 qui est important. Puisque là, la question, c'est, si c'est une artère bouchée, on a des moyens aujourd'hui pour déboucher l'artère. Donc, c'est ça qui est important. Alors, un petit mot sur les conséquences durables. Si on n'agit pas, enfin, même en agissant, des fois, on n'a pas
on n'est pas on n'a pas le bénéfice escompté, mais les séquelles, ça peut être une hémiplégie, ça peut être des troubles du langage qu'on va appeler une aphasie. Je cite ces deux symptômes les plus fréquents puisqu'ils retentissent sur l'autonomie de la personne. Une hémiplégie qui persiste, c'est une perte d'autonomie de la personne, une perte de la marche, une perte de la déambulation. Et un trouble du langage qui persiste, c'est une perte de la communication. Donc aujourd'hui, pouvoir se déplacer, pouvoir communiquer, ce sont quand même les deux points les plus importants, enfin, pour tout le monde, mais en particulier chez la personne âgée. Et puis, il y a aussi souvent des conséquences invisibles. La personne a été prise en charge ou alors elle a fait un AVC mineur, il n'y a pas de séquelles visibles. La personne n'est pas hémiplégique, il n'y a pas de trouble du langage, mais par contre, on a très souvent des troubles rapportés par les patients qui sont une fatigabilité, qui sont de troubles de l'attention et de la concentration, qui peuvent être un état dépressif, qui peuvent être des modifications de l'humeur. Et ça, là aussi, c'est important de les identifier pour rassurer la personne en disant, mais voilà, mais c'est pas, enfin, c'est ce que vous racontez, nous, on le connaît parce que les personnes nous les rapportent. Donc, c'est vraiment des troubles post-AVC et ça peut modifier les relations individuelles. Et chez les gens jeunes, c'est vraiment un impact négatif sur leur prise d'activité professionnelle, sur la reprise d'activité au sein de la famille, au sein du couple, etc. Donc, c'est vraiment important de les dépister pour essayer de les contrôler. Concernant la prise en charge, il y a eu beaucoup de progrès depuis 20 ans. Moi, j'ai l'impression qu'en 2000, il ne se passait rien. C'était pas une maladie qui était très bien prise en charge. Et on a eu des progrès, mais vraiment considérables. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, en termes d'organisation et en termes de moyens d'action. Sur l'organisation, la première chose, vous voyez, ça date de 2001, c'était des recommandations des sociétés savantes, la Société française neurovasculaire, qui disait, mais voilà, pour prendre en charge bien les AVC, il faut des structures dédiées, qu'on appelle les unités neurovasculaires. Les unités neurovasculaires, c'est comme les soins intensifs de cardiologie, c'est-à-dire que ce sont des lieux dédiés à la prise en charge. Donc, on a un personnel, on a des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, des kinés, des ergos, des orthophonistes, des assistantes sociales, qui sont formés à la prise en charge des AVC. Et rien que ça suffit à améliorer le pronostic. Et puis, suite à cette recommandation de société savante, on a été suivi. C'est bien de le signaler parce que on peut faire des constats quand on est sur le terrain et on n'est pas forcément, enfin, ça peut être relayé en haut lieu, c'est-à-dire au niveau des ministères, mais c'est pas forcément suivi des faits. Et là, objectivement, le problème de santé publique que posent les AVC ont été pris en compte par nos tutelles. Donc, c'est important de le dire, avec une circulaire qui nous a aidés à nous structurer au niveau national. Et puis, clairement, un plan d'action national 2010-2014, c'est Roselyne Bachelot qui l'avait piloté, qui était donc des moyens consacrés à la prise en charge des AVC. Il y a eu, j'en ai cité une en 2012, mais ça a été émaillé de circulaires et c'est là-dessus qu'on s'appuie en fait pour modifier en profondeur le système de prise en charge, le système de soins à l'échelon régional. Et donc, on l'a décliné dans des schémas régionaux d'organisation au niveau des ARS, Pays de la Loire. Donc, les unités neurovasculaires, bon, je ne vais pas entrer en détail, mais réduisent de 20% l'ensemble des indicateurs pronostiques, réduisent la durée de séjour, et donc le bénéfice n'est pas lié à des traitements particuliers, c'est lié simplement à la spécialisation du personnel qui prend en charge ces patients. Et donc, aujourd'hui, 10 ans après ce plan, on va dire que globalement, le territoire français est couvert, est maillé. 70% des AVC sont hospitalisés en UNV, c'était le plan. Aujourd'hui, on est plus proche de 50 à 60%. Et il y a 130 UNV qui maillent le territoire et qui prennent en charge environ, pour 50, c'est peut-être un petit peu excessif, radicalement bas, on est plus entre 55 et 60%. Je peux vous donner un exemple. Au CHU de Nantes, 55% des AVC passent par l'UNV du CHU. Voilà le maillage territorial en Pays de la Loire, donc 2 grosses UNV à Angers et à Nantes, et pour la région maritime de Pays de Loire, donc on a une UNV avec un secteur de soins intensifs à Saint-Nazaire, à La Roche-sur-Yon, et des unités de proximité qui prennent en charge les AVC, Châteaubriand,
Chaland, les Sables d'Olonne et voilà, plus ou moins Fontenay-le-Comte. Concernant le reste de la prise en charge, qui sont les moyens médicamenteux, un point qui est important, c'est l'urgence. C'est-à-dire que il a été démontré, alors on s'en sert pour communiquer, mais il n'y a pas des neurologues qui sont avec leur microscope à regarder ce qui se passe minute par minute, mais en phase aiguë, chaque minute qui s'écoule, c'est 2 millions de neurones qui sont perdus. Donc clairement, en anglais, on dit time is brain. En France, on a moins, c'est peut-être moins fort, mais en gros, ça veut dire le temps, c'est du cerveau. Ça veut dire que dès qu'il y a des symptômes qui sont évocateurs d'un AVC, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est appeler le 15, qui est la structure qui va organiser l'aval. Alors, 2 moyens. Pour les infarctus, je vous ai dit que c'était 80% des AVC. Donc voilà, je représente, c'est de façon très schématique un tuyau qui est bouché, avec un bouchon là sur une plaque d'athérome. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait quand un tuyau est bouché? Eh bien, il y a 2 moyens. Le premier, c'est qu'on injecte un superdestop, qui est un traitement qui est une thrombolyse. Il s'agit de détruire le caillot. Donc, soit on injecte par voie intraveineuse un superdestop, soit on va retirer le bouchon avec un équivalent de tire-bouchon pour les artères, qu'on appelle la thrombectomie. Donc, thrombolyse, on va liser le thrombus. Thrombus, c'est le mot médical pour caillot. Donc, thrombolyse, on va liser le caillot en injectant un produit. Et thrombectomie, avec un matériel dédié, on va extraire le caillot. Le premier médicament est efficace, mais le traitement, l'injection, mais ne peut se faire que dans les 4h30. Donc, vraiment, il y a une urgence à réagir, une urgence à appeler le 15, puisqu'on a un temps limité. Et on va dire que, là encore, je devrais peut-être actualiser. Moi, je pense qu'on est plus à 60% des AVC qui arrivent dans les 4 heures dans les services dédiés, urgence ou unité neurovasculaire. Donc, c'est important de bien connaître les symptômes. Et puis, concernant le traitement de thrombectomie, donc vous voyez, on n'est pas habillé, ça c'est le radiologue, on n'est pas habillé comme pour utiliser un tire-bouchon standard. Vous voyez que c'est un geste technique. Le radiologue passe par une artère fémorale, donc au niveau du pli de l'aine. Son cathéter, donc son petit tuyau, remonte dans les artères jusqu'au niveau du cerveau. Et donc là, il a une espèce de piège qui extrait le caillot. Et donc voilà, quand il retire, voilà le genre d'extraction qu'on peut faire pour déboucher l'artère. C'est ma conclusion sur les 15 dernières années. Donc, sur la prévention, ça nous a permis de reculer l'âge de survenue. Alors, on ne rend pas les gens immortels, les progrès de la prévention, ça permet de reculer le moment où les personnes tombent malades, ça permet de reculer l'âge de décès de l'individu, c'est ça la prévention. En tout cas, repousser l'âge de survenue, réduire l'importance des séquelles, réduire le taux de mortalité lié aux AVC, réduire le risque de récidive, en grande partie grâce au plan d'action national, grâce au maillage territorial et grâce aux progrès thérapeutiques que je vous ai fait partager. Et donc, je suis aussi président de l'association France AVC 40 ans, je vous ai donné, si ça vous intéresse, l'adresse mail et le numéro de téléphone. Et donc, l'association a 2 actions. Une information du grand public, et je pense qu'avec cette intervention, pour moi, je fais partie, c'est dans mes attributions en termes de médecin et aussi en termes de président de l'association, de vous expliquer, de faire de la communication sur les symptômes d'alerte, les facteurs de risque. Et on a aussi tout un aspect dévolu un petit peu à l'accompagnement des personnes qui ont fait un AVC, avec des activités un peu sportives, de marche, des cafés-rencontres, etc., pour que les personnes puissent s'exprimer et aussi soutenir les familles et les aidants. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais te remercier, non seulement te remercier pour l'intervention que tu viens de faire, mais aussi pour avoir été la cheville ouvrière qui a permis que dans notre région, une unité neurovasculaire se développe et avec toute la pertinence qu'elle a pour prendre en charge cette maladie qui est difficile. Merci vraiment, Benoît, pour ce que tu fais. Merci, Vincent. Bon, en tout cas, merci pour votre intervention.